chers internautes passionnés, bienvenue sur la chaîne YouTube IA86. Aujourd'hui, c'est la première de la chaîne. Ici, on parle de quoi? De DevOps, d'IA, de cybersécurité, de cloud et de bien d'autres sujets connexes à la tech. On les rend clairs, concrets, compréhensibles et même sans avoir bac+12. Que tu sois étudiant, passionné, dev curieux ou simplement perdu dans la jungle des acronymes techniques, t'es au bon endroit. Régulièrement, je t'emmène sur un format dit point .tech, un format un peu plus court, pardon, c'est là, hop, un format un peu plus court, très technique, qui explore une technologie ou un concept innovant. Parfois, je te propose la série Vulgarisation J'invite, qui où des experts vont s'exprimer sur des sujets, plus généraux, sans jargon, de telle manière à te permettre de découvrir, l'informatique de façon plus générale. Si tu veux comprendre ce qui se cache derrière les mots comme Kubernetes, GraphQL, Zero Trust, GPT, WebAssembly, tu juste à t'abonner et moi, je m'occupe du reste. Donc active la petite cloche pour ne rien rater, laisse un petit like si tu aimes le concept et dis-moi en commentaire ce que tu veux que je vulgarise ensuite. Mais il y a de quoi faire. Sur ce premier format, nous allons parler de N8N. Alors N8N, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de créer des workflows afin d'automatiser des process. C'est de plus en plus utilisé et c'est quelque chose qui vient à remplacer ou à compléter les pipelines un petit peu traditionnels, qu'on peut trouver dans des GitLab, Gitee et autres distributions, qui permettent de stocker et de pousser ton code et de réaliser des automations. Et à partir de là, nous allons voyager sur, cet outil. Je vais te présenter, l'outil en général et puis après on va faire un petit workflow très simple pour découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec un petit exemple qui permet de parcourir tous les types de nœuds et de se familiariser avec l'outil. Alors nous voici dans la zone d'exemple et on va faire quelques recherches, Wikipédia sur N8N. Alors on n'a pas d'article à proprement parler en français sur N8N, mais on va regarder de façon plus générale sur le développement no code. On voit que c'est des technologies qui sont apparues globalement dans le début des années 2000, que le Visivik fait partie des grandes améliorations, notamment avec WordPress et Adobe Dreamweaver, si vous connaissez peut-être. C'était des éditeurs dits Visivik, what you see is what you get, puisque avant, les ordinateurs avaient une puissance graphique limitée et du coup, il n'était pas possible de voir directement comment allaient apparaître vos pages HTML. Il fallait passer par une étape de prévisualisation. Maintenant, aujourd'hui, on édite tout et tout apparaît tel que ça sera. Ça nous paraît à tous évident. Donc on voit que le no-code s'est particulièrement développé en France à partir de 2019, donc très, très récent. Là, on est juste avant le covid et que si on déroule un petit peu cette page web, on va avoir les principales plateformes de développement en no-code et on va voir donc des noms que vous avez certainement entendu parler comme Webflow, Bubble, Glide, Zapier, Make, évidemment N8N, Airtable ou Bazo par exemple, qui sont très connus. La plupart de ces solutions sont soit un peu plus orientées sur les bases de données, soit elles vont être, sujettes à des abonnements et sont relativement onéreuses si vous avez un besoin intensif, d'automatisation. Donc je vous invite plutôt à utiliser N8N. N8N a une grande force avec lui, c'est notamment qu'il est open source, donc vous pouvez altérer son code et l'utiliser gratuitement. Il a certaines limitations puisque quand vous l'utilisez en version community, certaines fonctionnalités ne sont pas accessibles, mais globalement, hormis celles qui sont uniquement dédiées aux entreprises, vous allez largement trouver votre bonheur. Donc on va aller faire un petit tour sur le site, de N8N, donc un site magnifique, relativement moderne avec des copies d'écran. On va voir ici qu'on est dans le top 150 de GitHub, donc c'est plutôt une bonne nouvelle avec des très bonnes notes et une communauté de 200 000 personnes. Alors une communauté active, c'est très important. Si vous allez vers un projet, toujours regarder sur GitHub ou sur le site, de l'éditeur pour voir la solidité du projet. Quand vous avez un projet open source, bien souvent derrière, vous avez une grosse communauté, ça veut dire des mises à jour récurrentes et une amélioration
rapide du produit. Moi, je vous conseille, quand vous le pouvez, de choisir vraiment des outils open source. Pareil, en termes de sécurité, vous avez donc la possibilité que chaque internaute puisse éventuellement aller voir, introspecter le code pour y trouver d'éventuels trojans ou autres problématiques de sécurité. Donc, c'est une garantie, supplémentaire quand vous avez du matériel, enfin des logiciels open source. Donc, voilà, si on regarde un petit peu le site internet, c'est vraiment très bien fait, ça donne envie d'utiliser. Bon, eh bien, on va faire un tour sur la plateforme, n8n que j'ai précédemment installée. Là, je suis sur la fenêtre principale de n8n. Donc on a 3 grands onglets différents, donc un onglet Workflows, un onglet Credentials et un onglet Executions. Ici, c'est une version anglophone, mais il est tout à fait possible d'utiliser la version française. Je l'utilise, de façon professionnelle, donc je partage avec des collègues qui ne maîtrisent pas la langue française, donc j'utilise, une version anglophone. Ici, donc, j'ai filtré pour voir uniquement les projets qui ont attrait à la chaîne YouTube. Donc, voyez, on peut activer, désactiver donc les workflows. Donc le workflow, c'est, vraiment, on va dire, l'unité, la plus grande qu'on va trouver dans n8n. Un workflow, c'est une automatisation, et ça va comporter donc un ensemble de nœuds qui seront disposés sur un canevas. Sur la partie Credentials, on va avoir donc la possibilité de renseigner tous les mots de passe, les identifiants, les clés d'API qui permet d'interagir vers l'extérieur, parce que n8n seul n'a pas véritablement, d'intérêt. Il a d'intérêt que quand il va pouvoir, interagir avec des éléments extérieurs pour créer des automatisations et pour ça, évidemment, il faut remplir les mots de passe, les credentials à cet endroit. Dans Execution, on va pouvoir voir toutes les exécutions qui ont eu lieu par le passé, comment elles se sont soldées, est-ce que c'est une erreur, est-ce que ça a été une réussite, et on peut voir aussi le nombre d'exécutions qui a eu lieu sur chaque workflow. Donc voici le premier workflow que je vous présente qui est très très simple, hein, je l'ai amené, je l'ai appelé question 0. Il y aura trois exercices pour vous mener vers une connaissance approfondie des éléments primordiaux de N8N. On les appelle les nœuds. Donc, vous voyez ici, on a le canevas qui est en fait l'endroit où vous allez disposer les nœuds. Donc, le canevas, c'est la partie avec les points, en fait, hein, le fond. Sur ce canevas, on peut se déplacer sans problème, hein. On peut donc zoomer, dézoomer. Donc, on n'est pas limité dans l'espace qu'on va pouvoir utiliser. Et on va pouvoir choisir avec le petit plus ici des éléments qu'on va disposer à l'intérieur de notre canevas. La base de la base, le nœud de base qui permet d'exécuter, de lancer l'exécution du workflow, c'est un trigger pour un déclencheur. Ces déclencheurs sont de différents types. On a des triggers manuels, donc des déclencheurs manuels. En fait, en gros, vous allez cliquer sur un bouton, ça vous permettra de vous tester votre workflow. On peut avoir des événements qui sont liés à une application extérieure pour lequel vous auriez un lien quelconque. On peut faire aussi utiliser comme un cron, c'est-à-dire faire des exécutions à intervalles réguliers par l'élément onSchedule. On a aussi la possibilité de faire des appels avec des sous-fonctions et des fonctions à l'intérieur de n8n. On peut aussi soumettre donc des formulaires. On peut aussi avoir des déclencheurs sur un élément de chat. Et ainsi de suite, on a différentes façons en fait d'enclencher en fait l'exécution d'un workflow. Ça peut être la réception d'un email en IMAP et j'en passe et des meilleurs. Je vous laisse imaginer les folies qu'on va pouvoir faire avec ça, c'est carrément génial. Voilà. Donc ensuite, on va voir différents autres éléments, notamment ce qu'on appelle des actions in a app. C'est en gros toutes les interactions possibles avec des applications extérieures dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous voyez, la liste est très très longue. On va trouver vraiment des services variés, du GitHub, du GitLab, des éléments de la suite Google, du Grafana, du GraphQL, du Grist. Bref, c'est extraordinaire et ça vous évitera de devoir recoder tous les éléments avec lesquels vous avez des interactions. C'est mis à jour, c'est fonctionnel, c'est total in the box. Donc, il n'y a rien à faire. On peut réaliser des transformations avec les données qu'on va manipuler. Donc là, vous avez tous les types qui permettent la manipulation de données.
Et après, donc, on a aussi ce qu'on appelle le flow, la gestion du flux, c'est-à-dire comment, on passe d'un nœud à l'autre au niveau de l'exécution. On peut avoir, comme en programmation traditionnelle, des éléments conditionnels, des boucles, des filtres, on peut merger des éléments et ainsi de suite. On a vraiment tout ce qu'il faut. Au niveau du corps, on va avoir des éléments, qui sont, on va dire, centraux dans le fonctionnement, de votre workflow n8n. Notamment la possibilité d'exécuter des simples commandes, avec du bash ou d'exécuter, du JSON ou du Python à l'intérieur de votre workflow et ça va être pour l'usage un peu plus avancé qu'on verra ultérieurement. Évidemment, le top du top, c'est Advanced AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Et là, vous avez une palanquée d'outils extraordinaires qui vont vous permettre de pouvoir gérer de l'IA. Et ça sera sur nos usages avancés de n8n. Et vous allez voir, on peut faire des trucs complètement fous. Et là, vous pourrez sortir du DeepSeek, du Grok, du OpenAI et tout ce qu'il faut pour vraiment faire des workflows intelligents et complexes. Donc ici, nous allons voir notre petit workflow. Alors ça, c'est le workflow que j'utilise quand je pars en vacances. Alors, il est incomplet parce que normalement, il m'envoie carrément un email, hein, et puis il y a un autre déclencheur. Mais là, pour simplifier, on fait très simple. Donc c'est choisir un département aléatoirement hors Occitanie. Il se trouve que j'habite en Occitanie, donc voilà, je ne veux pas faire mes vacances en Occitanie, donc je vais utiliser cet outil. Cet outil, globalement, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il est déclenché manuellement. Il va venir chercher à partir d'une requête HTTP GET une liste de départements sur l'API geo.api.gouv.fr qui nous permet de récupérer la liste des départements au format JSON. Je vais donc ensuite trier ces départements de façon aléatoire et ensuite je vais filtrer tous les départements qui se situent hors Occitanie, limité à un seul département. Je ne vais pas faire des vacances d'un mois, hein, sinon vous n'aurez pas de vidéo, rien du tout et pas de travail, donc bon, ça ne va pas le faire. Donc je vais limiter à un seul élément et ensuite je vais stocker ça à l'intérieur d'une variable. Voilà. Donc là, c'est la totalité de mon process. Là, si je lance le process, on va voir qu'à chaque nœud qui s'est exécuté correctement aura une checkbox, enfin une check verte autour de placée dessus, avec donc un liseré vert qui veut dire que le nœud s'est exécuté correctement. Et à l'issue, à la sortie de ce nœud, le lien va comporter le nombre d'éléments qui ont été produits par ce nœud. Et ainsi de suite, et on va les enchaîner. Donc on va regarder ensemble ce flux, comment il s'est déroulé. Donc ici, c'était un simple déclencheur manuel, hein, pour dire que on va produire d'abord un premier élément qui va engendrer la cascade d'éléments qui vont suivre. Ici, on va utiliser un élément qui est de type HTTP request, c'est-à-dire une requête HTTP. On va la faire à cette URL, et d'ailleurs, regardez, si je le fais manuellement, je vais ouvrir un nouvel onglet, et regardez un petit peu ce qu'il se passe si je vais sur cette URL. Cette URL, donc, c'est les API Geo du gouv.fr, qui va me faire la liste des départements formatés en JSON. Donc là, c'est un tableau d'objets, et on a donc le nom de chaque département, le code de chaque département, et le code région de chaque département, ce qui va me permettre de trier ensuite tout ça par région. Donc si on revient sur notre process, on va récupérer ça au format JSON et on va transformer ce JSON en élément. Donc là, si on regarde ici, ça nous fait une table en sortie. Donc en entrée, on rentre avec un élément nul. On sort avec donc une table avec nom, code, nom de région. En JSON, ça donne ça. Et on peut voir sous forme de schéma ici. Donc, les entrées sont toujours portées à gauche du nœud quand on regarde de façon précise. Au centre, on a la configuration et à droite, on a les sorties. Si on va sur le nœud suivant pour voir comment ça s'est déroulé, en entrée, on a bien notre liste de départements. Là, ici, je l'ai laissé au format table. Elles sont, si on regarde bien, et ça, c'est par défaut, hein, suite à la requête, triées par nom de façon alphabétique. Et moi, je souhaite faire un tri de telle manière à mélanger ma liste, un tri dit random, c'est-à-dire aléatoire, et j'obtiens à ma sortie, en fait, la même table, mais simplement avec les noms qui sont pas dans le même ordre. Très bien. Après ici, c'est là qu'intervient mon filtre. Effectivement, je ne veux garder que les départements qui sont situés hors de l'Occitanie. Donc je vais réaliser donc un filtre.
Ici, je vais pouvoir positionner les conditions. La condition, c'est une expression, c'est donc quelque chose de variable. Et je viens la sélectionner ici, c'est le nom de mon département. Il doit, pardon, ce n'est pas le nom, c'est le code région du département. Et ici, il est au format, si on regarde au JSON, c'est un format texte, et pas un format numérique. Petit piège. Parfois, c'était véritablement un format numérique, et ça aurait dû être un format numérique, mais là, il se trouve que le code région, ici, avec les apostrophes, nous indique que, les guillemets, pardon, nous indique qu'on est bien sur un format texte. Donc, ici, on va choisir texte n'est pas égal. 76, c'est le code de la région Occitanie. Donc, si j'écris cette expression, que JSON.code région n'est pas égal à 76, on va obtenir un filtre. $JSON, ça sous-entend que c'est les résultats du précédent nœud. On verra après de façon plus précise comment on fait pour adresser les différents nœuds. Voilà, là ici c'est le précédent nœud, donc c'est très simple, avec simplement ici le nom du champ et ses codes régions. Derrière, on voit sur notre sortie qu'on va avoir 88 éléments qui sont conservés et il y en a 13 qui ont été supprimés. Donc ceux qui ont été supprimés, on voit, c'est tous ceux qui portent le code région 76. Donc mon filtre est bien, voilà, a été réussi. Donc, hop, on remonte à l'étage supérieur. Et ici, je vais faire une limite à hauteur de 1 en prenant le premier élément. Le premier élément ne sera jamais le même puisqu'on vient mélanger dans les étapes précédentes les différents départements. Je garde que le premier parce que je partirai en vacances qu'à un endroit. Sinon, il n'y aura plus de vidéos et je ne travaillerai plus jamais. Donc, voilà, c'est embêtant. Donc, ici, j'ai mis cette condition et en entrée, effectivement, on voit qu'on a 9 pages de 10 éléments. Donc, on était à 88 éléments ici, voilà. Et en sortie, on a un élément seulement, donc voilà, le Val d'Oise ici qui a été sorti. Donc on peut le voir au format JSON, toujours pareil, hein, systématiquement. Et enfin, le dernier nœud. Le dernier nœud, en fait, c'est une affectation dans une variable. Donc c'est le format set, ou edit field. Et là, on dit quoi? Qu'on va mapper la variable nom, de mettre une chaîne de caractères à l'intérieur dont le nom est, dont le contenu est JSON.nom. Donc $JSON, ça fait référence au précédent nœud. .nom, ben, c'est le champ nom du précédent élément. Et du coup, sur l'output, on voit qu'on a donc un JSON qui est formaté proprement avec nom de point Val d'Oise. Voilà, donc si je relance ici le step, donc l'étape, ça va toujours être le même résultat. Pourquoi? Parce que je ne vais pas relancer le tri, la requête, tout depuis le début, mais uniquement l'étape avec le résultat précédent. Donc j'obtiendrai ici toujours le même résultat. Ça permet de tester uniquement le nœud et pas la succession entière du workflow. Si je veux relancer la totalité du workflow, ici je vais le faire avec test workflow. Et là, si je regarde la dernière exécution, on va avoir un résultat différent. Donc à chaque fois que je vais lancer le workflow, ici, on va avoir un département différent qui va apparaître. Et voilà, ça permet de savoir où on part en vacances, c'est extraordinaire. Alors, j'ai mis beaucoup plus de temps à l'expliquer qu'à le faire, puisque c'est très rapide à mettre en œuvre. Mais surtout, restez avec moi pour la prochaine vidéo, parce que là, on va monter en puissance et ça va être beaucoup plus sympa. Il y aura du chatbot, il y aura des questions, il y aura des choses un peu plus pointues. Là, vraiment, c'est pour introduire les workflows dans un A10. La suite sera vraiment beaucoup plus sympa. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous voir dès que possible. N'hésitez pas à laisser des petits messages puisque c'est vraiment le lancement de la chaîne. Moi, j'ai besoin de savoir un petit peu comment ça le fait, comment vous le sentez et de savoir si on doit continuer ou s'arrêter. Allez, bye bye, à la prochaine.